malgré l'évolution des sentiments, malgré les modèles qui nous viennent d'ailleurs de tendresse, il y a quelques difficultés à exprimer ces sentiments. En amour, la première rencontre se fait par le regard. Appuyé, furtif, fuyant. On peut approuver ou pas. Il peut y avoir une réponse ou pas. Mais on peut aussi ressentir un changement. Une première émotion, les mains moites, les palpitations, le cœur qui bat. On est là dans un émoi qu'on ne contrôle pas facilement. Et puis ensuite, il y a des comportements qui diffèrent. Il y a d'autres qui ne se décident pas à vouloir donner une réponse immédiate. D'autres se font attendre, d'autres font le va-et-vient. Et puis il y a cette indifférence qui fait penser quelquefois que cette relation, on n'en veut pas. On n'en veut pas, mais plus tard, on se rend compte que si on insiste un peu, il y a quelque chose qui se noue. Et les poètes l'ont bien compris, parce que les poètes disent que l'amour, parfois, commence par la haine. Une fois la relation nouée, tous les couples, tous les amoureux vont suivre le même schéma. D'abord, l'amour fou, cet amour qui vous envahit. Il n'y a pas de raisonnement possible. On est complètement ébloui par le vis-à-vis. L'amour fou va durer 3 mois. Ensuite, l'amour lucide et malheureux, parce qu'on se rend compte que je n'avais pas vu quelques petits défauts là qui étaient cachés, ça ne me convient pas, mais enfin, je vais voir, je vais accepter. On est mal, mais on ne casse pas la relation. Au bout de 6 mois, les choses continuent. Et on arrive enfin à l'amour lucide et heureux. Oui, il a des défauts, mais enfin, c'est compensé par d'autres qualités. Ce sont des arrangements que nous pouvons faire. Nous pouvons avoir ce sentiment en commun pendant un certain temps. Alors, mais pourquoi cette attirance ? Parce qu'on accepte quelqu'un, on n'accepte pas quelqu'un d'autre. Souvent, on évite les gens à penser que les hormones seraient à l'origine de cet émoi. Ou alors, des choses inscrites dans la mémoire. Est-ce qu'il y a un hasard ? On se rend compte que ce sont des gestes, ce sont des mots qu'on reconnaît, qu'on identifie. On ne sait pas, peut-être pas où on les a vus, mais on est dans un terrain connu et ça parle. Ça parle au cœur. On est là dans ce terrain qui n'est pas encore exploré, mais qui effectivement, on peut déjà entrevoir certaines prémices du connu. Ça veut dire tout simplement qu'on cherche, qu'on est à la recherche de ce qu'on connaît déjà, du déjà vécu, du su mais oublié. Et c'est vrai qu'il y a cette célèbre phrase de la psychanalyse qui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. » Le déjà trouvé vient après, comme frappé par quelque chose de l'ordre de l'oubli. Alors bien sûr, cette impression du déjà vu, ce sont des images parentales qui se sont greffées dans la mémoire et qui vont être réactivées et déterminer le choix du conjoint. C'est-à-dire qu'on va vers quelqu'un qui rappelle le comportement de maman et de papa. Le modèle parental, quelquefois. On choisit quelqu'un qui est comme papa, ou qui cet homme-là, a aussi les qualités de maman. On peut inverser les deux. Un homme peut avoir toutes les qualités de la mère.
Donc ça veut dire que si le couple parental est en harmonie, on peut se diriger vers aussi un choix harmonieux. Mais ce n'est pas souvent le cas. On va faire des choix qui, ce sont des choix dysfonctionnels, où des gens vont vers une destruction inconsciente. Mais pourquoi aller vers une destruction inconsciente? Ben, c'est un rempart. Un rempart érigé contre ce sentiment d'inceste. Une attirance qui est trop forte et qui rappelle ce désir ressenti au moment de l'adolescence et qui va soulever une espèce de culpabilité. Et là, on est déjà embarqué à bord de ce chemin-là. On va vers ce chemin-là, on ne peut plus faire marche arrière et on vit cette relation qui est une relation complètement dysfonctionnelle. Alors, quelquefois, il y a une rupture. Et d'autres fois, ça dure, mais ça dure assez longtemps, à telle enseigne qu'on ne comprend pas soi-même pourquoi on a fait le choix de cet amoureux ou de cette amoureuse, alors que depuis le début, les choses ont dératé. Et puis il y a le choix du partenaire poubelle. Qu'est-ce que c'est qu'un partenaire poubelle? C'est quelqu'un qui ne correspond absolument pas à sa classe sociale, qui ne correspond absolument pas à ce qu'on attend d'un partenaire, qui ne donne pas une assise sécuritaire, parce que souvent dans les couples, c'est primordial, il y a une attente de besoin de sécurité, qui ne donne pas ce besoin sécuritaire, et pourtant, eh bien, on reste avec ce partenaire poubelle. Quelquefois, c'est quelqu'un qui utilise des drogues dures, on le sait au départ. Mais on a du mal à se déprendre de cette relation. Eh bien, le partenaire poubelle remplit une fonction, en amour. On le choisit parce qu'on n'a pas tellement d'assurance. Et on va mépriser ce partenaire poubelle, ce qui va conforter l'autre partenaire dont ses propres qualités, dont il y a un doute dessus. Mais ce partenaire poubelle remplit une fonction. Et puis, il y a aussi une autre forme de couple. Le couple, celui dont on dit qu'il n'est ni avec toi, ni sans toi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont toujours en situation de rupture, mais qui sont dans l'incapacité de se laisser. Ils reviennent encore et encore au point que leur entourage est complètement démuni et personne ne peut les aider. Mais il y a quand même une difficulté, c'est que les enfants issus de ce couple dysfonctionnel va traîner une souffrance énorme pendant des années et vont reproduire systématiquement le modèle parental. Alors, ça s'appelle un couple maudit. Couple maudit, couple sans toi, ni sans toi, ni avec toi, comme dénomination, un couple maudit. Alors, effectivement, l'amour serait peut-être un amour, une recherche d'amour primordial. Et nous retournons à l'attachement, parce que la mère est le premier objet d'amour. Et c'est elle qui va déterminer l'avenir sentimental des filles et des garçons par cette approche fusionnelle, cette séparation qu'elle saura plus ou moins gérer. Le père a peu de place dans cette histoire-là. Donc, le mot amour est un mot qui induit de la confusion. On ne devrait l'employer que pour l'amour parental. Ce que vivent les personnes qui se choisissent s'appelle le désir. On est dans le désir parce que la définition de l'amour, c'est vouloir donner quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Vouloir donner ce qu'on n'a pas. Quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. Ce n'est jamais ça. Et là, les croyances personnelles sont basées sur les attentes, les reçus
et les promesses. Donc on est toujours dans la déception. Mais le désir, est fugace. Il s'émousse avec l'âge et puis avec la fréquentation. Donc, les couples qui durent, ces sentiments qui augmentent quelquefois, mais qui se transforment en tendresse, mais surtout en respect, ces sentiments-là passent obligatoirement par des stratégies. Et il faut des stratégies pour continuer à vivre avec l'autre, c'est-à-dire être tolérant, respecter, se dire qu'on a des limites et que les choses qui ne vont pas, on ne peut pas non plus vouloir les défaire tout seul, que la communication est primordiale dans le couple. Eh bien oui, l'amour aujourd'hui, le désir aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile parce qu'on ne l'identifie pas forcément comme perdant effectivement de sa force. On demande, il y a toujours dans certains couples cette revendication du plaisir auquel on ne peut accéder, ce qui fait que la rupture intervient. Et moi, je me pose la question de cette parole du « je t'aime, moi non plus ». Quel est le sens du « je t'aime, moi non plus » ? Moi non plus dans le sens de « plus du tout ». Plus du tout parce que ce que je t'ai demandé, tu n'es pas en mesure de me le donner. Donc automatiquement, je ne peux rien t'offrir. Et c'est la rupture. Mais on peut le prendre dans un autre sens. Je t'aime, moi non plus. Eh bien, nous sommes dans cette négation de l'amour, une affirmation et une négation reconnues. Donc, il n'y a pas justement d'objet leurre et d'illusion. Parce qu'en plus, dans la culture créole, l'amour se dit dans la négation. On dit « je n'aime pas du tout cet enfant-là ». Dans la négation, mais c'est le ton et la mimique qui va faire la différence et on va se dire qu'il y a quelque chose, un lien qui est très fort, même si la parole offre la négation, mais ça a une racine. C'est ce déni de l'amour, cette chose qu'on ne peut pas dire ou qui est difficile à dire de l'amour. C'est un héritage culturel qui vient de l'éducation, où les mères qui élevaient les enfants seuls mettaient un point d'honneur à faire des femmes et des hommes résistants à tout et qui ne devaient pas s'apitoyer sur leur sort et surtout ne pas pleurer. C'est-à-dire ne pas être dans un sentiment de faiblesse et à la place de la faiblesse, on a mis de la rudesse. Et aujourd'hui, on se rend compte encore que malgré l'évolution des sentiments, malgré les modèles qui nous viennent d'ailleurs de tendresse, il y a quelques difficultés à exprimer ces sentiments. Par exemple, il y a certaines femmes qui disent beaucoup plus facilement les personnes, qui nomment beaucoup plus facilement les personnes avec qui elles dorment que les personnes qu'elles aiment. Alors nous sommes là dans une espèce de dilemme qu'il faut absolument éclaircir et par-dessus ce mot amour et désir, trouver un compromis et savoir à quoi on s'engage dans le choix amoureux.